Ben, merci. Je vais faire le partage d'écran. Alors, bien voilà, bonjour à tous les amis du séminaire Arcane. Donc, la dramaturgie des problèmes sociaux, je souhaite vous le présenter dans le cadre du séminaire Arcane parce que l'analyse dramaturgique développée à l'origine par le sociologue Joseph Gosfield. Gosfield vient de l'école de Chicago et une des particularités de l'école de Chicago, première, deuxième et troisième école, c'est que ces sociologues, c'était des sociologues qui avaient fait leurs humanités et qui se sont largement inspirés de leurs humanités, notamment des analyses littéraires et des arts de la scène pour comprendre comment se faisaient les représentations sociales en ce qui concerne les problèmes publics. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, ne vous laissez pas impressionner là, par tout ce qui est écrit là-dessus. Essentiellement, je vais vous faire une brève introduction à la sociologie des problèmes sociaux, vous compreniez un peu le cadre théorique. Et ensuite, je vais vous présenter l'analyse dramaturgique telle qu'elle a été conçue à l'origine par Gosfield et comment on peut travailler là-dessus, un peu l'améliorer pour contrôler quelques biais. Et puis, je vais tout faire pour réserver un peu de temps pour vous parler de quelques résultats obtenus. Là, j'ai travaillé sur 11 études de cas en utilisant l'analyse dramaturgique. Alors, voilà, quelques définitions rapidement. Quand je parle de cause sociale, là, j'entends le mot cause au sens de, non pas au sens de causalité, là, mais ça désigne le problème de société que des individus travaillent à résoudre. Alors, c'est ça pourquoi ils ont pris parti. Alors, la cause sociale, si vous voulez, c'est le problème social envisagé sous l'angle de sa résolution. Alors, l'écologie est une cause sociale, par exemple. Le promoteur de cause sociale, alors en sociologie, les sociologues préfèrent parler d'entrepreneur de cause sociale. Moi, personnellement, puisque je suis en communication, je suis plus à l'aise avec la notion de promoteur de cause sociale, parce que je m'intéresse surtout au discours et aux activités donc, de promotion de la cause sociale. Donc, toute personne qui travaille à faire avancer une cause sociale, pour moi, c'est un promoteur de cause sociale. Pour vous montrer un peu quels sont les principaux concepts qu'on utilise quand on parle du travail, de la définition de la légitimation des problèmes sociaux. Alors, le travail social d'un problème là, va se diviser en deux catégories. Il va y avoir un travail pour définir le problème et un travail ensuite pour légitimer le problème. Alors, le travail se fait de façon parallèle et il y a une interpénétration du travail. Là, la légitimation contribue à la définition contribue évidemment à la légitimation. Et je vous ai mis en jaune les concepts pour lesquels Gosfield a eu une contribution particulière. Il n'est pas le seul à avoir travaillé sur ces concepts, mais c'est là où c'est en jaune, là, dans mon tableau, là, où vous voyez où Gosfield a vraiment innové. Alors, pour définir un problème, le promoteur doit alléguer une situation, mettre de l'avant une situation problématique. Pour ce faire, il opère une sélectivité des faits pour arriver à présenter un récit, si vous voulez, qui soit cohérent d'un problème social. Vous êtes tous des chercheurs, vous le savez, en sciences, il n'y a jamais rien d'univoque, tout est complexe, alors que quand on est sur la scène publique, on doit, pour obtenir l'approbation du public, présenter quelque chose qui se tienne. Et donc, on va gommer tous les faits, je reviendrai sûrement là-dessus, sur les faits contrariants qui pourraient briser la ligne narrative du promoteur. Donc, il y a un travail de sélectivité. Il faut faire valoir que c'est un problème social, mais il y a des effets individuels. Donc, il y a des individus qui souffrent de ça, mais que la causalité est collective. C'est pour ça que c'est un problème social. Et pour ça, bien, on va mettre de l'avant un certain nombre de jugements de valeur qui vont entraîner un conflit de valeurs avec d'autres personnes dans la société. Et puis, l'objectif, c'est d'arriver à définir, ou plutôt à redéfinir des normes collectives. Et pour ce faire, on va jouer beaucoup sur les notions d'inacceptabilité du problème. Il faut faire accepter que le problème est inacceptable. Il faut faire la preuve qu'il y a une dégradation de la situation pour que le public s'y intéresse. Et il faut aller jusqu'à la scandalisation, c'est-à-dire que le public ne réagit pas tant et aussi longtemps qu'il n'a pas l'impression que le problème a atteint au niveau du scandale.
Et donc, le problème social amène à justifier une action collective, donc un changement social qui se fait sur le mode habituellement de l'urgence. Quand on arrive à ce niveau-là, c'est le moment où on est capable de transformer un problème social en problème public. Quelle est la différence? C'est qu'un problème public, c'est un problème social dont l'État prend la charge. À partir du moment où l'État en prend en charge, ce n'est plus un problème social proprement dit, mais c'est un problème qui devient un problème public. Puis le travail de légitimation du problème, lui, alors vous avez des promoteurs qui vont travailler à légitimer le problème, donc travailler à faire reconnaître le problème en tant que cause sociale. Il va y avoir une lutte entre les différents intervenants pour savoir qui va être propriétaire de la cause sociale. Il est très rare qu'un problème social ne soit activé, si l'on veut, que par un seul promoteur. Il y a plusieurs groupes qui se disputent la première place dans l'esprit de la population, mais également la première place dans l'esprit de l'État. Puisqu'une fois qu'il y a un transfert de propriété de la cause vers l'État, le transfert de propriété se fait selon une transaction. La transaction veut que l'État devient propriétaire, mais que le promoteur qui était propriétaire de la cause devienne l'intervenant prioritaire et privilégié de l'État et son premier partenaire de travail. Le travail de légitimation va faire une segmentation, va identifier les publics cibles, va vouloir travailler l'opinion publique pour amener l'opinion publique à modifier la représentation ou à construire une représentation collective du problème. Et tout ça se fait dans le respect de la culture de l'action publique lorsque ça devient un problème public. Quand on s'adresse à l'État ou quand l'État intervient avec un certain nombre d'exigences et de culture de travail qui ne sont pas les mêmes que celles des mouvements sociaux. Et ils le font notamment avec un travail d'agenda setting, c'est-à-dire on travaille les médias pour faire en sorte que notre discours soit accepté et repris et multiplié par les médias. Et donc, sur le travail de ce travail d'agenda setting, il va y avoir donc encore une fois une compétition entre les acteurs pour obtenir l'attention des médias, être le porteur, le propriétaire de la cause reconnu aussi par les médias. Il va y avoir un travail de hiérarchisation des causes sociales parce qu'il y a un combat pour les promoteurs de causes sociales pour être reconnus comme un problème prioritaire. Le problème qu'il y a, c'est que dans le monde symbolique des valeurs, il n'y a pas de hiérarchisation possible. On ne peut pas dire que voler, c'est moins pire que mentir, par exemple. Donc, dans l'absolu, dans le symbolique, toutes les causes sont valables, mais dans la réalité, lorsqu'on se bat pour faire avancer une cause, on est obligé de travailler une certaine hiérarchisation des causes. Donc, tout ça mène à un travail de promotion qui comprend des campagnes de publicité, mais pas que. L'objectif étant d'arriver à une mobilisation du public et tout ça met en jeu, au fond, comme objectif, arriver à avoir le contrôle social. En sociologie, on va parler de contrôle social formel. Alors, le contrôle social formel, c'est celui de l'État qui a l'exclusivité de l'usage de la contrainte. Et puis, il y a le contrôle social informel qui va être, par exemple, le contrôle social exercé par les gens autour de vous, mais aussi le contrôle social que vous avez intériorisé personnellement, sachant que ce qui est bien, ce qui est mal, ces choses-là ont été intériorisées, mais on peut travailler ça dans des causes sociales. Et rapidement, donc, en sociologie, on estime qu'une cause sociale a une carrière que je résume en 4 étapes. Ça ne veut pas dire que la carrière est toujours aboutie, parfois elle est avortée. Mais essentiellement, vous avez la première étape qui est le début. C'est là où les gains sont les plus rapides et les plus faciles. L'objectif est de rallier les partisans qui sont déjà présents et des gens pour qui il n'y a aucune résistance par rapport à la proposition. La deuxième étape, il y a un ralentissement des gains et qui demande des investissements de plus en plus massifs parce que là, on commence à s'adresser à une population qui n'est pas tout à fait partisane, pas tout à fait acquise. Donc, l'objectif à l'étape 2, c'est d'obtenir l'appui d'une majorité de la population. L'étape 3, c'est là où on voit habituellement le plafonnement des gains. On n'est plus capable de convaincre davantage de gens à nous appuyer, puis on n'a pas encore, pas tout à fait, ou à peine une majorité simple. Donc, il y a un plafonnement des gains et c'est à ce moment-là que les promoteurs, spontanément, en arrivent à considérer qu'il faut maintenant en arriver à transférer la propriété de la cause à l'État pour que l'État puisse exercer son pouvoir de contrainte. La dernière étape, c'est de la maturité, c'est quand le
problème n'était pas assez sous le contrôle de l'État. Il peut être en voie de disparition, par exemple. L'objectif, c'est l'extinction du problème dans un horizon indéterminé. Et puis, c'est là où on a un discours de gestion des gestionnaires de l'État, et c'est ce qui fait souvent que les causes commencent à s'invisibiliser dans l'œil du public. Bon, alors l'analyse dramaturgique, je vais d'abord remonter aux origines, qui sont les 3 écoles de Chicago qui ont beaucoup emprunté au concept littéraire et aux arts de la scène. La première école, et c'est celle de l'interactionnisme social. Je précise que l'école de Chicago a une grande influence sur la sociologie, mais aussi la sociologie au Québec. On pourrait dire que toute la sociologie au Québec est fille de l'école de Chicago. Et vous allez voir pourquoi. Donc, c'est la 2e école de sociologie qui a été fondée aux États-Unis en 1892 par un pasteur, Albion Small. Et c'est lui qui a forgé le concept d'interaction sociale. Parce qu'il considérait que les phénomènes sociaux, certainement, étaient surdéterminés par des catégories comme les classes sociales, par exemple, ou des facteurs sociodémographiques, mais il considérait que, plus encore, les phénomènes sociaux évoluaient en fonction de l'interaction sociale. Puis la métaphore ou l'image que je pourrais vous donner, c'est un peu comme la tragédie grecque, où vous avez des acteurs dont le destin est surdéterminé. Parfois même, ils le savent. Alors, Édipe sait ce qui lui est promis. Il le refuse, mais c'est quand même son destin est déjà déterminé. Il va se rendre jusqu'au bout. C'est la même chose avec Oreste, Électre. Tous ces personnages sont surdéterminés. Mais ce n'est pas le mythe qui intéresse les spectateurs, parce qu'on sait comment ça commence et on sait comment ça finit. Ce qui intéresse les spectateurs, c'est les interactions, les personnages, les caractères, comment ils vont interpréter leur destin, comment ils vont chercher à y échapper. C'est ce qui intéresse le spectateur, et c'est donc ce qui intéressait aussi Small, c'est-à-dire de l'interaction sociale, comment les gens, par interaction sociale, essaient de redéfinir leurs conditions et de comprendre les phénomènes dans lesquels ils sont plongés. Alors, ce n'est pas pour rien que c'est arrivé à Chicago, parce que Chicago est une mégapole qui est devenue un laboratoire social. Là, en moins de 100 ans, Chicago était passé d'un village de quelques centaines d'habitants à 3,4 millions d'habitants. C'était en 1930 une des plus grandes villes au monde. Alors, l'école de Chicago, c'est une approche empiriste qui utilise beaucoup les enquêtes comparatives, transhistoriques, les analyses documentaires, les analyses biographiques, et puis ils utilisent des méthodes mixtes. La 2e école, c'est l'école interactionniste symbolique. Gosfield est associé à cette 2e école, mais il n'y a pas de solution. Il y a une solution de continuité d'une école à l'autre. Alors, Bloomer, lui, est un héritier de Mead. C'est lui qui a créé le concept d'interactionnisme symbolique. Lui, il s'intéressait davantage non pas à l'interaction entre des groupes sociaux, mais il s'intéressait aux interactions réellement entre les individus et par le biais de la communication, le langage verbal et non verbal, d'où l'idée de l'interactionnisme symbolique. Et Bloomer disait, les humains agissent à l'égard des choses en fonction du sens que les choses ont pour eux. Ce sens-là est dérivé ou provient des interactions de chacun avec autrui, puis c'est dans un processus d'interprétation mise en œuvre par chacun dans le traitement des objets rencontrés que ce sens est manipulé et modifié. Il faut peut-être déjà entendre en filigrane des concepts là, propres à la littérature. La 3e école se distingue essentiellement par l'invention de la méthode de l'observation participante qui permettait aux sociologues vraiment d'aller sur le terrain puis de voir comment les choses se passaient, dont la figure dominante était Everett Hughes. Everett Hughes, c'est un sociologue qui connaissait le Québec, qui est venu au Québec et qui a travaillé ici à l'étude, au début, aux premières études de la société québécoise avec le père Lévesque, qui est le fondateur de l'École de la sociologie au Québec. Et donc, voilà, je vais avancer un peu. Donc, l'analyse dramaturgique de Gosfield, ces axiomes sont les suivants. Pour Gosfield, les normes et les déviances sont constamment construites par les acteurs sociaux qui vont lutter pour imposer leurs propres règles. Alors, les promoteurs vont avoir tendance à structurer le problème social toujours comme un conflit d'ordre moral, parce que c'est une représentation qu'on fait sur la scène publique, et sur la scène publique, le mode de délibération est un mode de délibération sur le mode moral. C'est la moralité qui est toujours au cœur de la lecture du citoyen sur la scène publique. Alors,
Pour Gosfield, un problème social, il est indissociable des acteurs sociaux qui le portent à l'attention du public. Un problème social, en sociologie, ça n'existe pas tant qu'il n'est pas reconnu par le public. S'il n'est pas reconnu par un public, c'est peut-être un problème, mais ça n'est pas un problème social. Pour vous donner un exemple, au Québec, plus de la moitié des garçons n'arrivent pas à dépasser le niveau secondaire 5, plus de la moitié des garçons. Ça n'est pas un problème social au Québec. C'est un problème, mais ce n'est pas un problème social parce qu'il n'y a personne qui porte ce problème-là à l'attention du public et qui essaie de trouver des solutions. Par conséquent, un problème peut être majeur, mais ne pas être un problème social parce qu'il échappe à l'attention du public. Pour Gosfield, les promoteurs ont recours à 3 formes de contrôle social là, pour réguler les comportements contre-normatifs et perpétuer les normes. Donc, il va y avoir le contrôle social. Ça a été développé après ça après Gosfield par d'autres aussi. Donc, je vous ai parlé du contrôle social interne, externe, informel et externe formel. Je vais passer rapidement là-dessus. L'intérêt de la méthodologie, c'est que ça offre un complément aux autres formes d'analyse de l'action publique. Ce sont des études qui relèvent des études interprétatives critiques. Et puis, pour Gosfield, c'était le moyen de comprendre comment un monde de faits est présenté et accrédité par des auditoires dans l'arène publique, parce que ça ne va pas de soi, évidemment. Alors, sa méthodologie en est une de déconstruction du discours des acteurs sociaux. Alors, c'est une analyse de discours par des approches absolument mixtes. L'objectif, c'est de tester, là, je dirais que là, c'est mon interprétation de la méthode, en tout cas mon application de la méthode. L'objectif, c'est de tester la cohérence du discours interne. Le discours interne, c'est le discours que le promoteur tient quand il est dans l'entre-soi, entre lui, entre gens du même mouvement, entre chercheurs du même domaine. Alors, tester la cohérence de ce qui est dit à l'interne et de ce qui est dit au public à l'externe. Alors, l'objectif, dans le fond, c'est de comparer pour moi, c'est de comparer ce qu'un promoteur sait, son bagage de connaissances, comparer ça avec ce qu'il fait dans la réalité et comparer ça avec ce qu'il dit de ce qu'il sait et ce qu'il dit de ce qu'il fait. Et l'objectif, c'est de voir jusqu'à quel point il y a une cohérence entre tout ça ou s'il y a des incohérences, si vous voulez, dans la ligne du discours. Alors, on recherche des écarts significatifs. Il faut qu'ils soient persistants et systémiques pour qu'ils puissent offrir prise à l'examen. Je vais passer sur les exemples pour vous en laisser davantage pour la fin. Donc, le corpus documentaire, c'est celui du discours public, le discours privé, puis on recherche les données primaires et secondaires utilisées par le promoteur. Données primaires produites par le promoteur, données secondaires dont il dispose dans sa bibliothèque, dans sa librairie, ou qu'on peut deviner auxquelles il a eu accès par ses conférences de presse, par exemple. Alors, donc, la méthodologie, c'est une sorte de triangulation, vous l'aurez compris. À quoi j'ai ajouté, parce qu'il y a un biais constructiviste chez Gosfield qui incite à interpréter chaque déviance ou chaque manipulation des faits comme étant le résultat d'une motivation malhonnête. Ce n'est pas tout à fait mon cas. Alors, moi, j'applique un principe de charité utilisé en droit d'ailleurs, c'est-à-dire que la bonne foi se présume. La mauvaise foi, elle, si elle existe, elle doit être démontrée. Si on n'est pas capable de démontrer qu'il y a mauvaise foi, on doit considérer qu'il y a l'erreur est faite, il s'agit d'une erreur ou des aventures qui est faite de bonne foi. Alors, les 3 procédés de la dramaturgie, de l'analyse de dramaturgie de Gosfield sont la mise en scène, la fiction et la dramatisation. Je vais aller rapidement. Donc, la mise en scène, Gosfield réfère beaucoup à la scénographie pour expliquer comment les promoteurs en arrivent à contrôler les conditions de la réception du message, qui est un gros enjeu pour les promoteurs de cause sociale. Le problème social, il doit être présenté au public toujours sur un fond de drame moral pour que le public s'y intéresse et qu'il le comprenne et qu'il s'engage dans la représentation. Et l'objectif de la mise en scène, c'est d'emporter l'adhésion la plus totale du public à la représentation du problème tel que le promoteur le représente, cette solution, et de sa solution. Vous êtes en recherche, vous savez qu'un problème est multifactoriel et complexe.
en cause sociale, on a toujours une représentation du problème simplifiée, lissée. Et en recherche, on sait toujours qu'il y a plusieurs solutions possibles, puisque c'est multifactoriel, mais dans le domaine des causes sociales, on essaie toujours de dire aux citoyens qu'il y a une solution, une seule bonne, la voici, et les autres sont complètement éliminés de la réflexion, même de la visibilité du public. Alors, c'est une sorte de performance scénique à laquelle se livrent les promoteurs de causes sociales. Ils doivent présenter les connaissances d'une manière la plus linéaire possible. Et le point climaxique de cette représentation dramatique, c'est toujours l'heure du choix. Vous remarquez que les promoteurs nous disent toujours que nous sommes à minuit moins une de quelque chose. C'est l'heure des choix, il faut agir. Et donc, c'est l'insoutenable tension qu'ils essaient de créer, c'est-à-dire le sentiment que la société pourrait éventuellement ne pas réagir adéquatement contre toute évidence et contre toute nécessité avec évidemment des conséquences catastrophiques. L'autre principe, c'est celui de la factualisation fictive. Alors, la fiction, c'est un travail de sélection et de torsion des données du problème qui est fait avec des fins d'engagement et de persuasion. La factualisation, chez Gosfield, c'est un choix de dispositif d'administration de la preuve. C'est un cadrage, d'une certaine manière. Et pour arriver à faire ce cadrage, on va présenter une causalité simplifiée. On essaie de présenter le phénomène comme étant le plus univoque possible, car dès que ça devient complexe, le public décroche. On va faire une réduction, une élimination des intrigues possibles, ou c'est-à-dire des lignes narratives, des autres lignes narratives possibles. On va essayer de maintenir la régularité dans notre ligne narrative, c'est-à-dire même si d'autres personnes ou d'autres intervenants nous arrivent avec des explications alternatives, on va faire silence dessus ou on va essayer de les éliminer, de les décrédibiliser. L'objectif, c'est de produire un récit toujours plus captivant et plus facile à appréhender. Je reviendrai sur les exemples à la fin. Alors, en termes de factualisation fictive, l'importance qu'il faut accorder à la dimension fictive va varier au cas par cas en fonction, là je parle du point de vue de l'observateur, en fonction des écarts qu'on observe, de l'impact des fictions sur la solidité de l'ensemble de la construction du problème et de l'impact des fictions du promoteur sur l'efficacité de l'action publique à résoudre. Alors, essentiellement, d'un point de vue littéraire, la factualisation fictive, c'est une sorte de mise en sommeil de la distanciation critique du citoyen. Et tout ça est fait sur le mode adversatif dans le débat public. La promotion d'une cause sociale, c'est un combat sur la scène publique qui nous est présenté. Puis enfin, la dramatisation. Alors, il y a un processus d'amplification des faits qui sont allégués par les promoteurs qui cherche à favoriser l'intensification dramatique des enjeux. Alors moi, je vais parler de scène publique, d'autres parlent d'arène publique parce que c'est le lieu d'un combat, mais essentiellement, la scène publique, c'est le lieu du drame public et dans lequel on somme chacun de choisir son camp. Alors les ressorts de l'action du drame public, selon Gosfield, est tel que présenté par Cefaï, qui lui aussi pratique ce type d'analyse. Alors il y a l'identification d'un mal social qui doit être causé par un transgresseur de l'ordre public. Il y a toujours un transgresseur de l'ordre public qui est coupable de la situation, toujours. Il faut qu'il y ait une accentuation du caractère immoral de ce transgresseur. Il va être stigmatisé comme fautif. On va réaffirmer à la population quelle est la bonne voie en se servant du transgresseur comme repoussoir. On va mettre de l'avant la condamnation morale et même légale du fautif, parce que le promoteur va essayer, en transférant la propriété de sa cause à l'État, d'accéder au contrôle social formel, c'est-à-dire l'imposition de lois, de contraintes qui vont aller avec des peines d'emprisonnement, des billets d'infraction, peu importe. Ensuite de ça, donc, le promoteur va requérir contre le fautif des punitions toujours plus impitoyables comme conditions qui vont être posées à la réconciliation puis à la restauration de l'ordre public. Alors, évidemment, tout tend vers la fin du drame sous forme de restauration de l'ordre public. Et puis, bien sûr, Gosfield porte évidemment une grande attention aux effets de dramatisation qui sont faits pour provoquer le plus grand intérêt et la plus grande excitation possible du public par rapport à la cause. Alors, la dramatisation, c'est une activité de persuasion qui est dominée par un souci de convaincre efficacement, qui donne lieu à une inflation verbale qu'il est possible d'identifier.
On voit que les promoteurs cherchent essentiellement, par leur communication, à frapper l'imaginaire. C'est un travail d'activisme social qui procède par une sélectivité dramatique dans l'arrangement narratif du problème public. J'ai ajouté à la méthode de Gosfield, parce que Gosfield a fait ses propres enquêtes, mais il ne nous a pas laissé une méthodologie ou particulière pour prendre sa suite. Alors, en lisant Gosfield, je me suis rendu compte qu'au fond, l'objectif du chercheur, c'est d'essayer de cerner ce qu'il appelle la matrice décisionnelle du promoteur. Et vous allez voir, j'emprunte à Lakatosh. Donc, la matrice décisionnelle, au fond, il y a un noyau de valeurs et de croyances qui sont indiscutables du point de vue du promoteur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours chez un promoteur un noyau de valeurs, des axiomes, si vous voulez, qu'il refuse non seulement de discuter, mais il refuse même de les présenter au public. Autour de ce noyau de valeurs, il y a toute une ceinture protectrice d'hypothèses, de propositions que le promoteur va accepter de soumettre au débat, peut-être même corriger, éliminer, mais ça sert surtout à faire avancer la cause et à masquer, à protéger, si vous voulez, les valeurs fondamentales, les axiomes que le promoteur refuse de discuter. Alors, c'est le principe même de la modélisation des programmes de recherche, là, selon Lakatosh, vous l'aurez reconnu. Donc, pour moi, la matrice décisionnelle des promoteurs, elle peut être soit explicite, soit implicite. Mes recherches, mes études de cas montrent qu'en général, elle est implicite, elle est rarement explicite, mais il m'est arrivé de trouver, quand je fais l'historique d'une cause sociale, de découvrir que parfois, à l'origine, la matrice décisionnelle, elle est explicite. Les promoteurs sont très transparents. Et puis, par souci d'efficacité, ils vont immerger leur matrice décisionnelle et ils vont créer autour de ça une ceinture de croyances et d'hypothèses pour protéger leur matrice décisionnelle parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont facilement attaquables sur ce plan-là. Alors, l'objectif ultime, c'est la vision stratégique à long terme là, et les moyens à prendre pour y arriver. Là, ils sont rarement explicités publiquement par un promoteur. L'analyse dramaturgique montre bien que le promoteur n'a pas tendance à être très transparent pour des raisons d'efficacité essentiellement. Et c'est toujours le même vieux débat entre l'éthique et l'efficacité, le bien et l'ennemi, le bien et l'ennemi du mieux. Il y a une tendance, malheureusement, peut-être empruntée aux approches marketing, de faire en sorte que les gens ont tendance à favoriser l'efficacité à l'éthique, peut-être aussi parce qu'ils ont la conviction qu'ils travaillent pour le bien des gens. Alors, à partir du moment où vous pensez que vous travaillez pour le bien, la notion éthique est rapidement évacuée, elle devient comme immanente, et à ce moment-là, les gens vont favoriser l'efficacité, d'où les dérives éthiques qu'on retrouve dans à peu près toutes les promotions de causes sociales. Donc, avec l'analyse dramaturgique, ça permet de chercher les lignes de cohérence qui sont dictées par le noyau de la matrice décisionnelle et qu'on va retrouver, on va pouvoir identifier à partir de l'identification des incohérences apparentes du discours là, qui sont typiques de la ceinture de protection. Alors, une matrice implicite peut être explicitée finalement par le chercheur. Et je travaille tout ça dans l'optique des mythes du savoir de Lacasse, dans l'optique des ossatures cognitives constantes de Berthelot, puis je souscris à l'analyse rationnelle des croyances de Boudon et de Bronner, c'est-à-dire que j'estime qu'il faut d'abord considérer que les gens ont des croyances, ont des raisons pour croire. Ces raisons peuvent être farfelues, inadéquates, mais ils ont des raisons pour croire. C'est découvrir les raisons des croyances qui m'intéressent. Et donc, j'ai fait rapidement des études de cas. J'en ai fait 11. Ma thèse portait sur la mise en marché de la sécurité routière, mais j'en ai fait plusieurs. Mais puisqu'il ne me reste que simplement 2 minutes pour vous donner une idée de ce que ça donne, eh bien, par exemple, l'analyse du Club des petits déjeuners au Québec, alors c'est une association très populaire dont l'objectif est de fournir des déjeuners à des enfants pauvres qui se présentent à l'école sans le ventre vide. L'hypothèse, enfin la certitude des promoteurs à l'origine, c'était de dire que la faim empêchait les enfants de classes plus défavorisées de performer à l'école. Et donc, si on les faisait manger à l'école, ils auraient de meilleurs résultats. Ce qui est intéressant, c'est qu'en analysant l'histoire
de la communication du Club des petits déjeuners, on s'aperçoit qu'ils n'ont jamais cherché à valider leur hypothèse, même s'ils avaient accès aux résultats scolaires des enfants. Donc, après des décennies de promotion de cette cause, c'est intéressant de voir que jamais ils n'ont cherché à vérifier si effectivement nourrir les enfants le matin à l'école avait une incidence sur leurs notes. Ça ne les a jamais intéressés. Et on voit également que la raison pour laquelle ils agissent évolue selon les modes du temps. Et donc, la réussite scolaire n'est plus donnée comme la principale raison du club des petits déjeuners. Un dernier peut-être, celui de Recyc Québec, parce que c'est gouvernemental. C'est une société parapublique dont l'objectif est de favoriser le recyclage au Québec. L'analyse des rapports annuels de Recyc Québec montre que si à l'origine, le Recyc Québec, cette société d'État, avait été fondée en souscrivant aux principes reconnus par la recherche en matière de recyclage, la Recyc Québec devait travailler sur 3 aspects. Elle devait travailler sur influencer les manufacturiers pour les amener à faire des emballages moins polluants, moins jetables, devait inciter l'industrie à être moins polluante également, puis ensuite inciter les citoyens à recycler. Et lorsqu'il y a eu un changement à la direction de Recyc Québec, je termine là-dessus, qui a amené une redéfinition du mandat de Recyc Québec, mais qui n'a jamais été validé par la loi. Ce sont des administrateurs qui l'ont fait, où ils ont éliminé les 2 premiers objectifs et ils ne travaillent plus depuis qu'à convaincre les citoyens de davantage recycler. L'analyse montre que c'est probablement pour des raisons d'efficacité, c'est-à-dire que Recyc Québec n'a pas les moyens d'influencer l'industrie, mais peut faire des campagnes et faire état de l'évolution, de l'adhésion de la population au principe du recyclage, même si les fondements même des recherches et des théories sur le recyclage montrent bien que le citoyen n'a que 10 d'influence sur le problème de la pollution liée au faible recyclage. Alors voilà.